Et donc, troisième joueur du jour. Et là, on arrive sur un cas, ça va pas être en haut du classement, mais ça va être très intéressant à discuter, je pense. On va aller sur Avery Bradley, qui fait donc 10 saisons sur la décennie, 12 points de moyenne et 28 minutes par match. En tout, c'est 16 000 minutes. Mine de rien, il est 87e, hein, il est dans le top 100. Et même en termes de matchs joués, il est à 571, donc 99e également dans le top 100. Le titre en 2020 avec les Lakers, même si malheureusement il n'est pas dans la bulle, donc il ne participe pas aux playoffs. Et mine de rien, il est aussi 2 fois All Defense dans la décennie. Première fois, All Defensive First Team en 2016 et Second Team en 2013. Et alors, au niveau des comparaisons de middraft.net, eux, ils pensaient à Monta Ellis, justement. C'est un peu le hasard. C'est marrant, ça. Je suis pas forcément d'accord, évidemment. À part le physique, le fait d'être très petit pour un arrière. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Effectivement. Dans Draft Express, il n'y a rien. Au niveau des surnoms, on a AB, très classique. Après, on en a 2, j'ai pas compris. Il y a un surnom, c'est Spider-Man. Est-ce que tu l'as déjà vu être appelé Spider-Man? Moi, non. Alors, non, mais ça doit peut-être pour le côté défensif un peu collant, quoi. Peut-être. En tout cas, moi, je l'ai jamais vu être appelé comme ça. Non. Et un autre, c'est Poison. Même si là, c'est le côté Poison. Là aussi, je pense. Peut-être, ouais. Et bref. Donc, son parcours, ça tombe plutôt bien pour lui, puisque lui, il est de la draft 2010, donc ça tombe assez bien. Il a 20 ans au début de notre décennie. Et même, alors, je sais pas si tu le savais, selon le classement qu'on appelle le RCSI, donc le regroupement, le consensus de tous les classements de lycéens, il était perçu comme le 5e meilleur lycéen du pays à l'époque. D'accord. Et même donc, en particulier, le meilleur lycéen du pays par ESPN. Wow. C'est quand même pas rien. Sachant que deuxième, c'était Derek Favors, troisième, Xavier Henry, et quatrième, cinquième, c'était John Wall et Marcus Cousins, qui était plus haut sur les autres classements des autres sites. Mais voilà, il était premier chez ESPN. Je pense que peu de monde le sait. Mais donc, il fait une année à Texas et ensuite 19e pick en 2010. Mais bref, on entre dans notre décennie. 2011, il est rookie à Boston dans une équipe qui est compétente, qui tourne très bien, qui était en finale l'année d'avant. Donc, il fait à peine 31 matchs et pas trop de minutes, 5 minutes par match. Enfin bref, il joue presque pas. 2012, c'est là il commence un peu à gagner du temps de jeu. Il a 20 minutes par match cette saison-là, 64 matchs. Et même, en fait, il devient titulaire à la place de Ray Allen, puisque Ray Allen se blesse et en gros, il prend la place dans le 5 titulaire. Donc, c'est quand même pas rien, mais le problème, c'est qu'il se blesse à moitié à mi-playoff 2012. Donc, finalement, il ne fera pas la fin de série contre Philadelphie et contre Miami en finale de conférence. Il ne sera pas là, remplacé par Mike Pietrus en tant que titulaire à Boston. Souvenez-vous. Ça commence à dater. Ça date, mais Pietrus était vraiment un vrai élément de cette équipe. Mais bref, c'était un bon role-player. Ça permettait de faire sortir Allen du banc. 2013, il a 29 minutes par match, donc là, ça y est, il est définitivement installé titulaire, surtout après le départ de Ray Allen à Miami, justement, donc c'est lui le nouveau titulaire à côté de Rajon Rondo. Il est all defensive cette année-là, on l'a dit, mais en playoff, malheureusement, on a la blessure de Rondo en janvier de cette année-là, donc en playoff, ils se font sortir par les Knicks. C'est la seule équipe de la décennie qui a été battue par les Knicks en playoff. Même si, alors, il y avait une séquence hyper, d'ailleurs, de Avery Bradley, où il fait 3 ou 4 interceptions d'affilée au match 5, il me semble, ou match 6, ils sont pas loin de forcer un Game 7 contre les Knicks, mais bref. Donc éliminé au premier tour. 2014, du coup, il y a eu l'échange de Paul Pierce et Kevin Garnett, l'équipe un peu en reconstruction, voilà, ils font pas les playoffs, cette équipe-là de Boston, avec l'arrivée de Brad Stevens, mais lui, il est à 38 minutes par match, 15 points. Donc voilà, et d'ailleurs, c'est un peu un step-up, puisqu'il passe de 9 points de moyenne en 2013 à 15 points en 2014. Pas de playoff, je l'ai dit. 2015, il est à 31 minutes, encore une fois, titulaire installé, 14 points, et cette fois, ça fait les playoffs, avec pas mal de surprises cette saison-là. Ça fait les playoffs au premier tour contre Cleveland, avec la blessure de Kevin Love, tu te souviens de Kelly Olynyk qui lui arrache le bras. Donc éliminé au premier tour. 2016, 34 minutes par match dans un Boston qui est 5e à l'Est, et qui malheureusement se fera éliminer par Atlanta en playoff. Cette année-là, il est encore une fois All Defensive, et là, il est même All Defensive First Team en 2016. 2017, encore une fois, 33 minutes par match, donc titulaire installé encore une nouvelle fois. Playoff, finale de conférence, mine de rien, contre Cleveland en 2017. C'est l'année avec Isaiah Thomas. Ouais. Et puis, été 2017, échangé contre Marcus Morris, si je dis pas de bêtises. Et là, ça devient compliqué. Et là, ça se gâte un peu. Alors, pas tout de suite, parce qu'il y a un début de saison qui est assez intéressant avec Détroit, où il est un élément central du projet, mais ça dure pas beaucoup. Ça dure une quarantaine de matchs, et ensuite, il est échangé aux Clippers, où ensuite, il fait que 6 matchs en fin de saison aux Clippers. Et les problèmes de blessure commencent un peu à arriver, mine de rien. Ouais. Donc aux Clippers, 2019, il fait 49 matchs avec
avec Los Angeles, ces Clippers-là, mais on sent que c'est plus le même joueur, notamment physiquement, il a des problèmes. Il est même échangé à Memphis en cours d'année. On voit qu'il est hors de forme. Et puis 2020, il revient en forme pour le coup, une meilleure condition physique aux Lakers en tant que role player intéressant aux Lakers. Il fait 49 matchs, ce qui c'est pas 49 sur 82 puisqu'il y a eu le Covid entre temps. Mais c'était un titulaire très important des Lakers et qui malheureusement ne viendra pas dans la bulle parce que je crois que c'est des enfants. Ouais, ses enfants ont des problèmes respirateurs, donc lui, il a fait le choix de pas aller dans la bulle. Ce qui est un peu dommage parce que ça l'aurait aidé, je pense, dans ce classement de faire partie de ce titre-là. Mais bref, donc mine de rien, une décennie assez remplie. Et c'est vrai que pour moi, il y a deux problèmes. Pour te lancer, il y a d'abord des blessures, mais à la limite, ça, on peut rien y faire, mais c'est surtout le quid de son niveau aussi dans ce rôle-là. Alors, je trouve que c'est toujours très compliqué de juger la défense d'Harry Bradley. Je sais pas pour toi, mais en tout cas, entre ce qu'on disait de lui et ce que je voyais, je me disais, oui, sur l'homme, je pense que ces surnoms qu'on a eu en préambule, Poison, etc. Oui, il y avait un côté, vraiment, il était collant, etc. Mais après, dans la défense collective, j'ai pas le souvenir de quelqu'un de très intelligent, de forcément très fort dans ces missions-là. Donc déjà, défensivement, moi, j'ai plus des questions que des certitudes. Et après, offensivement, j'ai souvenir d'un joueur, oulala, qui lâchait pas la balle, qui avait un peu côté tête baissée offensivement, qui probablement avait un rôle trop gros par rapport à ses capacités. Et ce qui a l'air plutôt d'être corroboré par rapport à toutes les stats d'efficacité, où il est plutôt mauvais dans l'ensemble. Donc ouais, moi, Avery Bradley, je trouve que il avait une image qui était peut-être exagérée en défense, et après offensivement, c'est juste pas bon, quoi. C'est vrai que un des problèmes, c'est l'attaque, comme tu dis, où après on reviendra sur la défense et sur la vraie valeur de sa défense, effectivement, mais quand tu as un profil défensif, il faut au moins que tu aies de l'efficacité en attaque, un peu sobre, quoi. Et le problème, c'est qu'on n'avait pas trop ça avec lui, j'ai l'impression. Et qui a un très gros volume de scoring en plus, donc... Ouais, c'est ça, ouais. Mais il prenait des tirs que en général, ton arrière 3&D ne devait pas prendre, quoi. Il aimait bien les responsabilités. En plus, voilà, il a aussi eu pas mal de responsabilités parce que dans un Boston qui, au début, c'était un peu un champ de ruines, quoi. Donc, il a eu de la place de se tester et ça lui a peut-être un peu plu, mais bref, il n'était pas aussi efficace qu'on aurait voulu, il n'était pas aussi efficace que des Mario Chalmers ou des Patrick Beverley dont on parlait la dernière fois. Ouais. C'est un peu ça qui est dommage, c'est ton défenseur, ok, mais si en attaque il passe la décennie en dessous de la moyenne, c'est un peu dommage, quoi. Mais du coup, je trouve que ça a du sens quand tu dis que en fait c'était un prospect 5 étoiles à la sortie du lycée, voilà, c'est ça. qu'il était comparé à Monta Ellis, qui mine de rien était quand même un joueur qui pouvait scorer sur des saisons 25-26 points par match. Je pense que du coup, oui, on se dit, c'est ça en fait. Le problème, c'est qu'il n'était pas du tout en phase avec ce qu'on lui demandait de faire offensivement, quoi. Oui, non, mais totalement. C'est ça, c'est que contrairement peut-être à d'autres role-players qui ont dû galérer ou qui des cols bleus, etc., lui, en fait, il a un passif de lycéen star, donc peut-être qu'il avait un peu toujours dans le coin de la tête ces attentes-là, ou tout ce passif, très simplement, parce que si t'es meilleur lycéen du pays ou dans le top 5, c'est que tu fais quand même des trucs avec la balle, a priori, en lycée. Mais c'est juste que ça s'est pas transposé, notamment parce que les skills étaient pas fous, mais en plus, il était petit, malheureusement. Donc ça l'aidait pas sur les drives, etc. Et pour attaquer le gros problème, alors oui, au niveau des blessures aussi, rapidement, je disais pas mal de blessures. Je peux citer, en 2013, il manque 32 matchs. Je cite que la saison régulière. Moins 32 matchs en 2013, moins 22 en 2014, moins 28 en 2017, quasiment moins 40 en 2018, moins 20 matchs également en 2019. Enfin bref, vous voyez un peu le topo, pas mal de matchs manqués à cause de blessures, c'est un peu dommage. Mais oui, sur le côté défensif, effectivement, je te rejoins sur le fait que son image et son aura étaient peut-être plus grandes que son vrai niveau. Je pense qu'on peut l'expliquer aussi parce qu'au début des années 2010, on est encore dans cette ère où il n'y a pas autant de switch que ça. Le côté match-up défensif compte pas mal. Et donc un peu comme Tony Allen d'ailleurs, il y a un peu ce truc de le défenseur on-ball est ultra respecté. Et c'était un peu le cas avec Avery Bradley peut-être. Mais comme tu dis... il y avait la défense sans ballon n'était pas là, mais encore une fois peut-être parce que la taille n'était pas là, donc tu peux pas avoir l'impact de défense collective comme des Robert Covington ou autre, quoi, finalement. Mais il y a plusieurs problèmes moi que j'ai sur sa défense. C'est d'abord un problème de positionnement où intrinsèquement l'impact d'un meneur arrière n'est pas aussi grand que celui d'un allié ou d'un pivot. Le fait que les stats qu'on peut trouver sont très sévères à son sujet,
et le fait qu'on voit même qu'il ait des on-off qui sont nuls, carrément. C'est un peu étonnant, des on-off défensifs nuls en défense. Après, peut-être aussi que, notamment, il y a deux saisons un peu négatives en on-off défensif, alors qu'il est dans son prime à Boston 2016-2017. Je me suis dit, bon, c'est peut-être aussi le fait que son backup, c'était Marcus Smart. Un jeune Marcus Smart, mais... Il y a peut-être de ça, puis il y a peut-être aussi, faut peut-être regarder les line-up dans lesquels il était aligné à l'époque, Tout et on à fait, se dira, ouais. ah bah oui, forcément, il y a tel joueur, ça aide pas, quoi. Mais tu vois, je fais exprès de citer Marcus Smart aussi, parce que Marcus Smart est infiniment meilleur que ce que n'a été à son pic Bradley, quoi. Je pense que tu seras d'accord. Clairement. Et je pense que même à l'époque, le Smart très jeune de l'époque était déjà impressionnant. Enfin, moi, je l'avais scouté à l'NC, donc je m'en souviens. Donc ça m'étonne pas que ces on-off soient mauvais à cause de Marcus Smart, en grosso modo. Et même si on regarde un peu, non pas sur les on-off, qui sont un peu juste à quel point t'es valuable pour l'équipe, mais des stats un peu qui donnent ta valeur intrinsèque plus globalement peut-être sur Basketball Index, la fameuse stat des all-in-one en défense, bah finalement, il fait 10 ans autour du zéro, quoi, autour de la valeur nulle. Est-ce que c'était vraiment lui qui était pas valuable? Est-ce que, enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, et finalement, je trouve qu'il a, tu vois, les stats disent qu'il avait une valeur nulle, alors que c'est pas qu'une question de poste, finalement, parce que on arrive à trouver des meneurs ou des arrières qui ont de vraies valeurs positives. Et donc lui, je dis que sur cette stat en question, il est autour des zéros pendant quasiment 10 ans. Tony Allen, il fait du plus 3 et quelques. Dejounte Murray en 2018, il fait du plus 2,5. Chris Paul aussi, il fait du plus 2,5. Danny Green, Mike Conley, plus de 30, etc. Sachant que le maximum, c'est Rudy Gobert à plus 5, grosso modo. Donc vous voyez que en gros, lui est à 0 et des Tony Allen et Dejounte Murray sont au milieu, quoi, entre les deux. Après, voilà, ce que je trouve peut-être un peu compliqué, c'est il est dans une équipe de Boston qui a quand même connu des années assez basses. Quand tu donnes des noms comme Chris Paul, par exemple, moi je pense aux Clippers, et on sait que les Clippers c'était une bonne équipe défensive globalement. Le starting five était très costaud. Pareil pour Mike Conley avec les Grizzlies. Et c'est vrai que lui, il a eu des équipes qui étaient en permanente reconstruction, en tout cas sur la deuxième partie à Boston, par exemple. Et bon, je pense que quand même ça joue, quoi. Oui, on peut se poser la question, ouais. Par exemple, je serais incapable de te dire qui était le pivot de cette équipe-là, de cette équipe de Boston. Et je pense pas que c'était un gros pivot défensif, quoi. Bah, on a eu du Amir Johnson, on a eu des Brandon Bass, des mecs comme ça, quoi. Ouais, Mais... voilà. Non, mais effectivement, c'est là où on peut se poser la question, mais la stat en question est censée un peu décorréler justement l'impact du collectif, mais on peut se poser la question, effectivement, mais c'est vrai que moi je dis ça aussi pour dire que d'une part, c'est pas que le fait que en tant qu'arrière t'es pas valuable, on trouve d'autres arrières qui sont valuables même sur cette stat, donc quand même. Et puis le fait aussi que au-delà de ça, peut-être que ce que ne capturait pas cette statistique, c'est aussi un peu plus de valeur structurelle, peut-être, on peut dire, ou le fait que, tu vois, notamment les années à côté de Isaiah Thomas, ça compte, quoi, d'avoir un vrai Bradley qui prend cette responsabilité. Ça permet de faire fonctionner l'équipe, parce que sinon, Isaiah Thomas qui doit défendre, c'est un peu la cata, quoi. Donc, tout ça pour dire aussi que je suis peut-être un peu entre les deux, quoi. Je suis entre la stat qui dit, non, c'était un 0, ou pas au-dessus de 0, mais pas beaucoup. Je pense qu'on est quand même un peu dans le négatif, dans le positif, pardon, mais peut-être pas tant que ça, quoi. Ouais, non, je suis d'accord, hein. Moi, c'est vrai que j'ai souvenir de. Ouais, ok, sur l'homme, c'est génial. Après, entre les limites physiques et probablement le fait que c'est pas un joueur qu'on voyait collectivement s'impliquer. Alors, tu le dis, il y a l'époque qui joue, mais j'ai pas mal de joueurs que j'aime beaucoup en défense, dont j'ai souvenir de me dire, putain, il est venu s'impliquer sur cette action, c'est trop intelligent. Et c'est vrai qu'après Bradley, j'ai pas ce souvenir-là de me dire, ah ouais, il est intervenu là et c'est bien en fait. Non, c'est juste qu'il faisait ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire il tenait le mec on ball, quoi. Mais je crois que ça allait pas plus loin que ça en fait. C'était presque plus la peste défensive, si on peut dire. Le mec très gênant sur le ballon, plutôt qu'un mec qui va transcender son collectif ou impacter énormément comme Marcus Smart, par exemple. Comme Marcus Smart, qui pour le coup, et je pense que lui, pour le coup, sur des classements, je pense à la fin de sa carrière, sur des classements de défenseurs individuels à l'extérieur, lui, pour le coup, all-time, il sera présent parce que il y a tout, quoi. Il y a le coffre, il y a la défense sur l'homme, il y a la défense collective. C'est autre chose, quoi. Smart est bon parce qu'il n'y a pas que la défense sur l'homme. Et en plus, Smart, défense sur l'homme, très polyvalent. Il peut aller switcher sur des gros, alors que Bradley, finalement, c'était que le point d'attaque, c'était que sur les meneurs adverses. Et même switcher sur des ailiers, pas trop, quoi. Et donc il y a un peu ce problème de quid de l'impact de la défense sans ballon, un peu défense collective, défense dans l'espace, etc. Et quid aussi de la polyvalence sur l'homme.
Ce qui fait qu'encore une fois, hein, il est derrière des arrières comme Tony Allen, Dejounte Murray, Chris Paul, Danny Green, Bledsoe, Beverley, Jason Kidd, etc. sur des stats un peu défensives de all-in-one. Voilà, effectivement, je pense, comme tu dis, pour boucler la boucle, que l'image était peut-être meilleure que le vrai joueur. Et du coup, au niveau du classement, je suppose que tu vas être un peu sur la fin. Ouais, tu supposes bien. Euh, Alors, moi je l'ai mis derrière J.R. Smith. Ouais. Moi, je l'ai mis carrément derrière Beverley. Bah voilà, j'hésitais, je me suis dit c'est ou l'un ou l'autre. Bah, parce que Beverley était relativement efficace. C'est et vrai. que même tu regardes ses stats d'impact, ses impacts sont meilleurs. Non, je suis d'accord. Donc j'avais un peu ce truc-là. J'avais que notre mascotte Alpha Camino. Mais je pense qu'il va rester dernier tout le long. Tu l'as fait au premier. Peut-être. Mais en tout cas, oui, moi c'est clairement un mec que Bradley, je l'ai mis parce que je voulais valoriser autant de saisons titulaires avec un impact positif en défense. Mais premièrement, en l'étudiant de plus près, à quel point le global était positif en tant que, quand tu rajoutes la défense qui était finalement pas si impressionnante que ça, et puis l'inefficacité offensive et le manque de passing, etc. Donc il y a ce côté-là. Et puis voilà, moi c'est un mec que j'ai mis dans la liste, mais que je m'attends totalement à faire sauter ou à échanger contre d'autres noms que j'aurais oubliés. Quoi. Ouais, complètement. Et je pense que dans son cas, par exemple, quand tu regardes les stats brutes et qu'ensuite tu vas un peu plus loin, se dire qu'il avait par exemple un tel volume de scoring en ayant l'efficacité qu'il a, c'est clairement un malus à mettre à son profil. Oui, quoi. C'est-à-dire oui, que oui. tu perds des places à cause de ça, à ce niveau-là. Bah oui, comme je te dis, moins efficace que la moyenne NBA, c'est quand même un peu problématique, quoi, parce que tu déplaces le curseur. C'est ça. Et surtout quand tu mets 15-16 points par match certaines saisons, quoi. Tu te dis waouh. Ouais. Non, effectivement. Pour les playoffs, 40 matchs de playoffs et quelques. Et 1200 minutes, c'est dans le top 100. C'est mais correct, ouais. Voilà, mais pas non plus un palmarès de fou qui ferait qu'on serait obligé de l'avoir. Ouais, disons qu'après, il arrive dans une période, enfin, il est à Boston dans une période un peu, il a connu la période de creux de Boston où c'est ça, ouais. ça bricolait, quoi. Donc, il arrive sur la fin de la dynastie précédente, de la grosse équipe précédente, mais un peu tard, quoi, finalement. Donc on va le mettre là, si ça te va, derrière Beverley. Très bien, ouais, non mais donc, je suis d'accord. Avant-dernier de notre liste, et comme je dis, je pense que si on réfléchit un peu et que d'autres noms sont proposés, ça me dérangera pas de les changer. Bref, petit quiz pour finir. Bah justement, c'est un qui est dans l'effectif de ce Boston un peu entre deux ères, hein. Le Boston entre l'époque Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen, et le Boston d'après avec Irving. C'est le Boston 2015. 2014-2015. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de cet effectif ? Il y en a plein, il y a plein de joueurs. Il y a eu du passage. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup de passages. Le trade pour les Nets, attends, c'est 2013, c'est ça ? Donc là, il s'est passé 2 ans. Donc on est un an après ça. Un an, ok, ouais, d'accord, ok. On est un an après ça. C'est la saison 2014-2015. Ok, donc Rajon Rondo est encore là. Exactement, il se fait échanger cette saison-là, donc ça compte. C'est ça. Je vais tenter un nom qui est complètement improbable. Kenyon Dooling, est-ce qu'il est... Non, Dooling, c'est plutôt l'époque Garnett. Ok. Jeff Green, je crois qu'il va se faire trader cette année-là aussi. Ouais. Ouais, tout à fait. Isaiah Thomas, il arrive cette année-là ? Oui, il arrive cette année-là. Ouais. Brandon Bass, il est encore là ? Brandon Bass est là, effectivement. Amir Johnson ? Non, après, je crois. Amir Johnson, c'est après, ouais. Il est encore à Toronto. Bradley, du coup. Ouais. C'était le bordel, cet effectif. Son backup qu'on a cité. Ah, bah oui, Marcus Smart, excuse-moi. Marcus Smart, effectivement. Ouais. On avait un ancien deuxième pick de draft en 2010 qui avait été drafté deuxième par Philadelphie. C'est tellement évident et je l'ai pas. Ah, Evan Turner. Evan Turner, effectivement. Avant de gagner son gros contrat avec Portland. Tout à fait, voilà. C'est là qu'il se relance, c'est à Boston, sur un contrat minimum. On avait un ailier qui a fait un ailier 3&D de luxe, qui a fait toute la décennie, partout où il va, ça gagne. Il est passé par Utah, il est passé par Miami. Jake Crowder, il est déjà là. Jake Crowder, effectivement. C'est vrai. J'avais un nom qui du coup s'est barré. Ok. D'ailleurs, Rondo, il se fait échanger contre des joueurs. Est-ce que tu les auras ? Je crois qu'ils avaient. Et c'était horrible ce qu'ils avaient envoyé en retour. Mais justement, qui est-ce qui change en retour ? Un meneur qu'on a déjà cité dans le quiz sur Monta Ellis. Le meneur d'Orlando qui est passé par Denver. Ouais, Jameer Nelson, mais il est passé partout. Jameer Nelson. C'est terrible, j'avais pas souvenir ça aussi, tu vois.
Ok. Donc il y a Jameer Nelson qui part. Il y a qui d'autre qui doit partir? Samuel Dalembert, il y est ou pas? Non, il y est pas. C'est Jay Crowder et Jameer Nelson qui arrivent. Et Rondo s'en va avec un autre pivot qui venait d'être drafté et qui du coup va à Dallas et il y est encore à Dallas. Et c'est encore le pivot titulaire de Dallas. Dwight Powell? Canadien. Dwight Powell, effectivement. Ah ouais. Dwight Powell drafté par Boston. Et ouais. Mais tu vois, lui, je me disais, tiens, quand il était drafté, parce qu'il est quand même assez âgé et je vais pas souvenir de ses saisons. Ok. Ok. Ensuite, on a un intérieur shooter aux cheveux longs. Un intérieur shooter aux cheveux longs. Ah, Kelly Olynyk, c'est vrai, il est déjà là. Kelly Olynyk, effectivement. On a quelqu'un qui était un top prospect. Alors toi, ça te parle peut-être pas beaucoup. Un poste 4 de Ohio State. Oh là là. Qui a pris du poids rapidement et qui du coup... Glenn Davis? Non. Oui, oh là, ça y est. Jared Sullinger. Exactement, Jared Sullinger. On a l'ailier star des Detroit Pistons des années 2000. Il était là. Ah, Tayshaun Prince. Tayshaun Prince, effectivement, on passe par là. Tu parlais d'un pivot. On a un pivot qui a eu des frères en NBA. D'ailleurs. Alors, c'est un Plumlee ou c'est un Zeller? C'est Tyler Zeller. C'est Tyler Zeller. Tyler Zeller, Ouais. effectivement. C'est lui que je On cherchais. a également un ailier suédois, d'ailleurs. C'était Jonas Jerebko. Ah, je l'ai bien en plus. Ouais. Et je crois que je vais t'épargner les derniers noms. On avait Marcus Stanton qui a fait un passage. Ah, ouais, ok. Je l'aurais pas trouvé, mais oui, j'aimais bien le joueur aussi. Bah tiens, d'ailleurs, Brandon Wright, il est dans le deal Boston-Dallas également. On avait James Young qui venait d'être drafté. Alors attends, on avait, qui était cette personne? Ouais. Tu te rappelles pas de James Young? Ça me dit quelque chose, mais... là, j'ai un chanteur qui sort, donc ça marche pas. On avait un tout petit meneur, Phil Pressé. Est-ce que tu te souviens de Phil Pressé? Ouais. Pas fait long feu, lui. Non. On avait Gerald Wallace, ou en tout cas, ce qu'il en restait. Bah, tu vois, j'ai failli le tenter, mais je me suis dit, ça fait trop longtemps, quoi. Il a vraiment croupi là, quand même, pendant un petit bout de temps, quoi. Eh oui. Et puis, on avait Gigi Datome, également dans cet effectif. Je l'ai pas trouvé, lui. Voilà, effectif quand même assez... Mais c'est dense. Assez dense, mais dense vers le bas. Quoi. Dense médiocre, ouais, c'est ça. Ouais, homogène, voilà, plutôt homogène que dense, on va dire. Et qui pourtant font les playoffs. C'était la magie de Brad Stevens. Ouais, c'est ça.